Bonjour à tous. Donc, je vois que les connexions continuent à augmenter. La matinée est prévue pour commencer à 10 h. On va se donner quelques minutes pour permettre à tout le monde de se connecter dans de bonnes conditions. Et nous allons commencer dans les minutes qui viennent. Alors, pour ceux qui sont déjà là, le programme de la journée, comme Sabine vous l'a indiqué dans le chat, est disponible en ligne. Vous aurez le récapitulatif des temps forts qui ont été prévus pour les 2 heures que nous allons passer ensemble. Donc oui, vous avez sur le programme les temps forts de la matinée avec la présentation des différents diplômes. Mais entre ces temps forts, il y aura des interventions diverses avec des anciens étudiants, des étudiants actuels, des points sur la vie étudiante, l'organisation administrative, etc. On attend encore 3 petites minutes et puis Christine fera les présentations et puis lancera le programme. On est très heureux de vous voir nombreux à vous connecter. Vous êtes plus de 50 pour l'instant. Et puis, on imagine que d'autres vont nous rejoindre au cours de la matinée selon les diplômes qu'ils ont repérés, etc. On peut peut-être annoncer ici d'ores et déjà que pour ne pas que vous soyez frustrés, à l'issue des présentations de chaque diplôme, vous aurez un salon spécifique pour poser les questions avec l'enseignant responsable de ce diplôme. Comme ça, vous aurez vraiment un temps d'échange privilégié en dehors de ce salon principal, on va dire. Et enfin, pour éviter les échos, les interférences, pour les personnes qui se sont connectées avec le son, si possible, de bien couper vos micros. On est un peu tous habitués désormais, mais des fois, on oublie. J'essaie de regarder, mais ce n'est pas évident pour moi de couper automatiquement. Merci beaucoup. Bien, bien. Le nombre de participants semble de se stabiliser, donc je vous propose qu'on commence dès maintenant. L'équipe pédagogique et l'équipe de la direction des études de l'ENSIP sont ravis de vous proposer ce rendez-vous et ravis de voir que vous êtes présents à ce rendez-vous. On va passer 2 heures ensemble ce matin pour vous présenter l'offre de formation de l'ENSIB, puisque nous sommes pratiquement à la veille de la période d'inscription, donc nous vous présenterons les masters et les diplômes d'établissement qui sont proposés pour la prochaine année universitaire et auxquels vous pouvez vous inscrire. Voilà, l'objectif de la matinée, c'est de vous aider à vous repérer parmi les différents cursus, l'école formant, le disant d'une manière large, des professionnels de l'information, mais selon des spécialités différentes, des modalités différentes également, pour l'un des diplômes essentiellement à distance, et puis avec des différentes mentions de master qui correspondent à des spécialités, des débouchés, des enseignements, des savoirs différents.
Cette matinée vous donnera aussi l'occasion de découvrir un peu mieux la vie étudiante à l'ENSIB, ce que ça veut dire, la richesse de cette vie étudiante. C'est pourquoi cette matinée sera co-animée avec Sabine Comte, qui est responsable du service de la vie étudiante à l'école. Et nous aurons par ailleurs l'intervention d'un certain nombre d'enseignants et d'étudiants tout au long de la matinée. Les rendez-vous importants qui ont été précisés dans le programme, donc qui est accessible en ligne, et que vous pouvez noter dès à présent, sont balisés au fil de la matinée avec un certain nombre d'enseignants qui sont responsables de diplômes. Le premier rendez-vous à noter, c'est avec Pascal Robert, qui est professeur des universités et responsable du master Sciences de l'information et des bibliothèques, qui fera une présentation de ce master général pour la première et la deuxième année à 10h10. S'en suivra un temps de questions-réponses, et puis vous pourrez retrouver Pascal Robert, accompagné de Geoffroy Gavin, qui est dans la coulisse et qui a accepté gentiment de collaborer sur un salon particulier dont l'adresse vous sera ensuite proposée dans le chat pour des questions plus ciblées directement sur ce master. Deuxième rendez-vous à 10h30 avec Madame Agnieszka Tona, qui est responsable du master Humanité numérique, qui elle aussi, donc à 10h30 sur le même modèle, fera une présentation générale du master et que vous pourrez aussi retrouver sur un salon particulier pour poser des questions. À 11h, vous aurez une présentation du master Histoire, Civilisation, Patrimoine avec Malcolm Wolsby, qui est professeur et responsable de ce master. Et enfin, à 11h30, Madame Elisabeth Noël interviendra pour présenter le diplôme de cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation, qui entre dans la campagne d'inscription qui s'ouvre bientôt, et qui, elle aussi, fera une présentation à 11h30 et que vous pourrez retrouver sur un salon ensuite. Donc vous aurez des temps de présentation et des temps d'échange avec les enseignants, mais aussi avec d'autres intervenants qui ont sympathiquement accepté de participer à la matinée. Vous pourrez notamment interagir avec Eugénie Monté, qui est une étudiante de deuxième année de master, Sciences de l'information et des bibliothèques, et qui a choisi un cursus en alternance. Donc sur ce sujet-là, elle vous exposera son expérience et vous pourrez lui poser des questions, de même que à Madame Tona, qui est responsable de l'alternance à l'ENSIB. Sur ce même thème de l'alternance, vous pourrez aussi entendre Madame Lemery, qui travaille à la Fondation OVE, qui est l'employeur en fait d'une étudiante en alternance de l'ENSIB et qui pourra vous présenter les avantages, les conditions d'études et d'apprentissage en milieu professionnel quand on fait ce choix d'études en alternance. Nous aurons le plaisir d'avoir la visite de Guillaume Duchier, qui est étudiant en deuxième année de master Sciences de l'information et des bibliothèques, qui lui interviendra surtout sur l'aspect vie étudiante à l'école, dans laquelle il est particulièrement impliqué, et notamment sur la participation des étudiants à la vie de l'école à travers ses instances, conseil d'administration et conseil scientifique. Et puis nous aurons une rapide présentation à deux voix d'un projet qui a été mené par des étudiants à la médiathèque du RIS à Villeurbanne, avec une voix étudiante et une voix de la médiathèque, autrement dit du commanditaire du projet. Ces enseignements dans le cadre de gestion de projet sont présents dans les différents masters et constituent une modalité pédagogique à laquelle nous sommes très attachés. Donc voilà pour le programme général. Quelques mots sur les règles du jeu de ce matin. Comme cela vous a été dit, la matinée sera enregistrée pour être mise à disposition ensuite en replay sur le site internet de l'ENSIB. Vous pouvez intervenir directement par le chat, prendre la parole en audio évidemment, voire intervenir en visio. Vous aurez accès donc à des salons parallèles selon les sujets, les intervenants qui vous seront proposés au fil de la matinée.
Et puis, sur le site de l'ANSSIP, vous avez le récapitulatif du programme et enfin une adresse à retenir, jpo@nsip.fr, pour toute question que vous souhaiteriez traiter davantage par le mode du mail et qui nous permettrait de vous réorienter, par exemple, vers un enseignant en particulier. Avant de céder la parole à Pascal Robert, juste très rapidement, vous rappelez les dates des candidatures en master. Les dossiers sont à déposer entre le 15 mars et le 18 avril pour les étudiants étrangers résidant à l'étranger, et entre le 19 avril et le 4 juin pour les étudiants français résidant en France ou à l'étranger et les étudiants étrangers résidant en France. Voilà. Donc ces dates vous sont évidemment rappelées de manière très évidente sur le site de l'ANSSIB. Elles vous seront rappelées au fil de la matinée et je laisse la parole dès maintenant à Monsieur Pascal Robert. La caméra, voilà, vous me voyez. Donc bonjour à tous, je vais vous présenter de manière synthétique la mention CIB, Sciences de l'information et des bibliothèques. Alors cette mention, c'est une mention qui, un master comme on dit plus traditionnellement, vise à former des cadres opérationnels dans les domaines qui sont les nôtres et principalement les archives numériques, l'information scientifique et technique, la gestion dans les entreprises de l'information, des cadres qui sont chargés plus spécifiquement de la politique documentaire dans les bibliothèques et des cadres spécialisés aussi dans la publication numérique. Cette mention cible, elle est structurée autour de 2 années. Une première année qui est le master paniste. Pour plus de questions sur le master paniste, vous verrez, comme l'a dit Christine, avec mon collègue Geoffroy Gawin. Et il y a une deuxième année qui est structurée autour de 4 parcours. Et donc, il faudra faire un choix si ça vous intéresse, soit à travers la première année, soit dans un accès direct en deuxième année, entre ce qu'on appelle le Master 2 ARN Archives numériques, le Master 2 CIBIST sur l'information scientifique et technique et la gestion des entreprises, de l'information dans les entreprises, et puis le Master 2 politique des bibliothèques et de la documentation, et le Master 2 puis une publication numérique. Pour ce qui est de ces 4 parcours de deuxième année, il faut savoir qu'ils sont tous ouverts à l'alternance. Ça peut intéresser un nombre d'entre vous important, qu'ils requièrent tous de faire un stage de 4 à 6 mois, ainsi que de rédiger un mémoire, alors qui n'est pas tout à fait de la même lourdeur selon qu'on est alternant ou pas, parce que la charge de travail n'est pas tout à fait la même. Je vais vous présenter rapidement maintenant chacune des 2 années et donc des 5 parcours au total. Donc la première année, l'année paniste, elle vise à offrir un socle commun à des étudiants qui ont des formations à la base qui sont diversifiées en termes de discipline. Vous venez, c'est sûrement votre cas, d'histoire, de lettres, de sociologie, de sciences de l'infocom, etc., d'anthropologie, d'histoire de l'art, etc. C'est très varié donc l'idée pour nous, c'est de vous offrir des fondamentaux qui sont des fondamentaux en matière de culture du numérique, de culture des techniques de documentation, et puis de culture autour des enjeux, aussi bien du numérique que de la question de la documentation. Donc un parcours qui vous met à niveau et qui vous fédère et qui va vous permettre ensuite d'atteindre donc l'un des 4 parcours qui sont proposés en deuxième année. Rapidement, la présentation donc, de chacun de ces parcours. ARN, archives numériques, donc comme le nom du diplôme lui-même l'indique, il s'agit de former des spécialistes dans les formes numériques de l'archive. On ne forme pas des archivistes au sens classique, mais bien, je veux dire, des nouveaux archivistes, ceux qui sont spécialisés dans la gestion des archives et tout le cycle de gestion des archives. Donc, je vous rappelle que c'est une formation qui est aussi ouverte en alternance. Je l'ai dit tout à l'heure à propos de manière transversale, à propos de tous les parcours de deuxième année. Je le répète ici de façon à ce que ce soit clair pour vous. Et il y a la possibilité notamment
d'une entrée en deuxième année pour ceux qui ont déjà un M1 et que c'est susceptible d'intéresser. Le deuxième parcours que je vais vous présenter, c'est rapidement là aussi, c'est le Master 2 CIBIST qui vise à former de manière plus générale des spécialistes de la gestion de l'information dans les organisations, surtout les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales, des associations, etc. Bref, un panel très large à la fois de type de structure et puis de type de secteur, parce que tous les secteurs en fait économiques sont susceptibles d'accueillir des spécialistes de ces questions. Alors on insiste là aussi particulièrement sur la gestion bien évidemment numérique de l'information. Troisième master, c'est le master PBD, politique des bibliothèques et de la documentation, qui forme des spécialistes de niveau cadre en matière de politique documentaire. Là aussi, comme pour le CIBIST et pour ARN, le master est ouvert en alternance et dans les trois cas, il y a possibilité, obligation, de faire un stage de 4 à 6 mois. Et enfin, dernier master, c'est le master PUN, donc dernier parcours de deuxième année, qui forme des cadres spécialisés dans la publication numérique ou les formes numériques de publication. Et ça, notamment, ça intéresse par exemple les éditeurs scolaires, dont les manuels sont de plus en plus fabriqués sous ce mode-là. Et là encore, c'est un parcours ouvert à l'alternance avec un stage de 4 à 6 mois et un mémoire. Et pour conclure, je dirais que on vous en parlera peut-être, on vous en a peut-être parlé, mais on a un taux d'employabilité de nos étudiants lorsqu'ils sortent de deuxième année qui est tout à fait remarquable. Et ça, à mon avis, c'est intéressant pour vous. Voilà, merci. Et pour les questions, encore une fois, c'est dans les salons, pour la première année avec Geoffroy Gavin et pour les 4 parcours de deuxième année avec moi. Et à tout à l'heure. Merci Pascal. Y a-t-il d'emblée des questions, par exemple sur le chat ou alors effectivement, on bascule directement sur un salon. Sabine, peut-être tu peux proposer l'adresse? Oui, donc en fait, comme le suggère Monsieur Robert, on va faire 2 salons parce qu'il y a peut-être des gens qui préfèrent juste avoir des questions pour la première année. Et on aura du coup Monsieur Robert pour les 4 parcours. Donc je vous mets immédiatement le salon de Monsieur Robert. Alors il y aura une petite subtilité technique, c'est que pour pas qu'il y ait d'écho et puis pour être dans les meilleures conditions possibles, il faudra supprimer l'onglet de ce salon principal JPO. Mais vous inquiétez pas, vous pourrez y revenir tout à l'heure. Alors, je vous mets le salon des 4 parcours. Hop, voilà. Donc, Monsieur Gavin, c'est vraiment l'enseignant de la première année commune. Donc, il vous accueille, comme il dit, dans son bureau privé. Voilà, donc on fonctionne comme ça maintenant depuis 1 an. Et donc, Monsieur Robert va vous présenter, répondre aux questions des 4 parcours, donc dans le dernier salon que je viens d'inscrire sur le chat. Alors, on a une question sur la reconversion. Donc oui, nous accueillons d'une manière générale des étudiants qui sont dans un parcours de reconversion. Les propositions que l'on peut vous faire ou ce que vous pouvez trouver à l'ENSIB est assez conditionné par ce que vous avez fait avant, en général, dans un processus de reconversion. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on peut peut-être continuer la discussion de manière plus personnalisée par mail éventuellement ou à l'issue de la JPO, parce que je pense qu'on va entrer assez rapidement dans un cas particulier, mais oui, effectivement, nous accueillons des personnes en cours de reconversion. Oui, et on a même une collègue qui, du coup, qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'on a vraiment à l'ENSIB, là, on vous présente nos masters et nos diplômes d'établissement, mais on a plein d'autres choses à l'école. Et on a une très belle offre de formation tout au long de la vie. Et du coup, notre collègue qui s'en occupe fait le lien justement entre des personnes en reconversion et nos masters, etc. On a beaucoup de questions sur ces reconversions et normalement, voilà, on saura vous répondre. Pour savoir quelle salle choisir. C'est pas évident. Ça dépend de votre niveau de diplôme, en fait, je dirais. Parce que peut-être que vous pouvez accéder directement au Master 2.
ou peut-être qu'il vous faut repasser par un Master 1. Faites-moi C'est pas simple. faites-moi un mail, ou alors on peut discuter en privé sur le salon privé. Vous me dites en 2-3 mots où vous en êtes, etc. Et puis je pourrais peut-être vous suggérer le meilleur salon. Alors, pendant ce temps, on va continuer la discussion globale, puisque nous avons une invitée ce matin, qui est Eugénie Montez, étudiante en alternance, et qui va précisément nous parler de cette expérience particulière. Eugénie, peut-être si vous pouvez lancer votre caméra. En attendant, je vous rappelle que si vous allez sur les salons spécifiques de nos enseignants, qu'on vous a présenté donc de la mention CIB, il faut couper il faut appuyer sur la petite croix de l'onglet JPON CIB, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez revenir quand vous voulez. Mais en lançant 2 salons parallèles, il va y avoir des soucis de son, etc. Donc on va essayer de ne pas créer ce problème technique. Donc, Christine, je te laisse présenter Eugénie Montez, qui était étudiante chez nous. Je vais faire rapide. Vous êtes étudiante en Master 2 et vous êtes engagée dans un cursus en alternance. C'est pour cette raison que nous vous avons proposé d'intervenir ce matin et que nous vous remercions d'avoir accepté. Et je vais tout de suite vous laisser la parole pour, voilà, en 2 mots, un petit peu votre parcours. Pourquoi l'alternance et ce que ça vous apporte cette année? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Eugénie. Donc j'étais en master cibiste l'année dernière et donc j'ai choisi l'alternance. Tout d'abord parce que j'avais vraiment envie de travailler, avoir de l'expérience et apprendre des choses sur le terrain. Donc auparavant, j'avais déjà fait un master de lettres et puis j'avais fait le master 1 paniste. Donc c'est vrai que j'avais eu pas mal d'années d'études derrière moi, donc j'avais envie de travailler, d'être plus à l'aise financièrement. Donc c'est vraiment un peu ce qui a motivé voilà, mes choix. Et puis comme je ne savais pas trop non plus ce que je voulais faire, je me suis dit, bah voilà, il faut que cette année d'alternance me permette de mieux savoir ce que je veux faire. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé à chercher des entreprises dès le M1. Et puis, voilà, j'ai commencé mon alternance donc, en septembre. Donc l'alternance en master 2 cibiste, elle est découpée en une première partie, le premier semestre, où on est à la fois à l'école et à la fois en entreprise. Et puis la deuxième partie, le deuxième semestre, où on n'est que en entreprise. Et du coup, avec mon tuteur et puis le directeur de l'entreprise, on avait prévu que pour la première partie, je touche un peu à différentes missions. Et puis pour le second semestre, où je serai tout le temps en entreprise, je puisse suivre un projet un peu plus du début à la fin. Donc c'est vrai que c'était super parce que la première partie, où j'étais à la fois à l'école, à la fois en alternance, j'ai pu faire différentes choses. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment du conseil et de l'accompagnement à la mise en place de gestion électronique de documents et du conseil plus sur la gestion de l'information, des documents, le choix de solutions adaptées à l'entreprise. Voilà, un peu les missions que j'ai fait. Et vraiment, moi, ce qui m'a plu dans l'alternance, c'était que j'étais pas la seule parce qu'avec les autres personnes de ma promo, eux aussi débutaient. Et en fait, il y a eu un vrai partage avec, du coup, les autres étudiants de ma promo, où on a vraiment pu partager notre expérience et progresser. Voilà, sur nos premières réunions, nos premiers rendus, les premières choses qu'on faisait en entreprise. Et vu qu'en fait, il y avait vraiment une cohésion d'équipe. Et puis, on était suivis aussi par les tuteurs à l'ENSIB. Donc ça, c'était vraiment super, voilà, pour partager et puis progresser, voilà, se dire un peu, voilà, ce qui avait été difficile, ce qui était plus facile, voilà. Donc je recommande vraiment l'alternance. Pour moi, ça m'a vraiment permis de connaître le monde professionnel, d'y entrer petit à petit et voilà, de progresser. Voilà pour un retour rapide. Très positif, merci. Oui, très positif, oui. Et merci à Eugénie d'avoir tout de suite accepté notre invitation. Et en fait, on a une interview d'Eugénie que je vais vous mettre, comme ça vous avez un petit rappel. N'hésitez pas à aller voir notre site, il est vraiment plein de ressources.
Et dans l'onglet alternance, il y a plein d'interviews, dont Eugénie. Et je vais vous la mettre tout de suite en ligne. Et comme ça, vous aurez encore un peu plus d'infos sur ce qui s'est passé pour notre étudiante l'année dernière. Et du coup, hop, voilà, il y a écrit interview Eugénie Montez et c'est notre Eugénie qu'on voit à l'écran. Alors, s'il n'y a pas de questions sur le chat relatives à l'alternance, il me semble, je vais vous remercier vraiment beaucoup, Eugénie, d'avoir été disponible ce matin. Bien. On a un tout petit peu d'avance. Je ne sais pas si Agnieszka est prête à se lancer dès maintenant, mais ça pourrait être la meilleure chose à faire, je pense. Ou sinon, peut-être juste rappeler que les candidatures se feront bien. Donc, tout est en ligne, tout est dématérialisé, pardon. Et donc, voilà, il faut vraiment consulter notre site web régulièrement. Bonjour Agnieszka. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bien, Nous te laissons la parole pour la présentation du Master Humanité numérique. Et puis peut-être, si tu le souhaites, un complément sur ce qui a été dit sur l'alternance, si tu le juges utile. très bien. Merci Christine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter assez rapidement le Master Humanité numérique qui aujourd'hui a un seul parcours et qui s'appelle Pratique et méthode en humanité numérique. Alors, il faut savoir qu'à Lyon, cette formation, elle est proposée conjointement par l'Université Lyon 2, l'ENSIB, Lyon 3 et l'ENS de Lyon. Et du coup, vous pouvez vous inscrire en fait dans ces 4 universités, ou en tout cas postuler dans ces 4 universités pour ces masters. Alors, le master forme aujourd'hui à tous ces nouveaux métiers qu'on voit émerger et qui sont liés à la production et à la valorisation des données numériques, qu'il s'agisse en fait du secteur public ou privé. Et du coup, l'objectif principal est vraiment de préparer en fonction des niveaux des cadres qui nécessitent à la fois de comprendre de manière technique et critique les données et les documents numériques, je vais dire aussi les outils qui les produisent, les représentations, leurs analyses et leurs usages, mais également, il s'agit en fait d'articuler et de croiser les problématiques et les méthodes des sciences humaines et sociales, de la statistique et de l'informatique pour justement élaborer, analyser et interpréter socialement et techniquement des corpus numériques. Alors, il faut savoir qu'en fait, ce master, donc c'est un master et du coup, il s'adresse en fait aux titulaires d'une licence en lettres, sciences humaines et sociales, en informatique et statistique. Et ses spécificités, c'est qu'il est accessible uniquement en double diplôme. Ce qui veut dire qu'en fait, que les étudiants qui aujourd'hui postulent et s'inscrivent dans ces masters doivent être d'abord inscrits dans une mention des masters de type disciplinaire. Il peut s'agir de l'histoire, des sciences de l'information et des bibliothèques que nous proposons à l'ENSIB, des sciences de l'information et de la communication, des sociologies, anthropologie, informatique et d'autres mentions qui collaborent avec ces masters. Alors, à l'ENSIB, cette double inscription est conditionnée avec une inscription principale dans la mention sciences de l'information et des bibliothèques qui vous a été présentée tout à l'heure par mon collègue Pascal Robert. Ce qui veut dire qu'en fait, si votre candidature est acceptée pour la mention cible à l'ENSIB, vous pouvez déposer un dossier pour le Master Humanité numérique et du coup, si votre candidature en fait est retenue dans la mention cible, votre dossier de candidature pour le Master Humanité numérique sera examiné par la commission d'admission de ces parcours. Donc vous voyez, c'est un plus qu'on vous propose par rapport à la mention cible. Et très rapidement, pour terminer, quelques mots sur les programmes, en sachant qu'en fait, tout à l'heure, je répondrai à toutes vos questions dans les petits salons consacrés au Master Humanité numérique. Et du coup, je peux vous aussi distribuer un certain nombre de documents qui les concernent, mais sachez qu'en fait, en première année, les cours qu'on propose dans ces masters portent sur les fondamentaux en humanité numérique, mais aussi sur les bases d'informatique et des statistiques. Et en deuxième année,
de ces masters, les étudiants apprennent à constituer des corpus et des corpus de données, des documents d'enquête. Et du coup, les cours permettent en fait d'apprendre à aborder tous les aspects qui sont liés à la collecte et à la structuration et au stockage des corpus numériques. Mais aussi, il y a tout un pan de cours qui porte sur l'analyse et la valorisation en fait des données. Donc, par exemple, des cours qui portent sur la fouille des textes, fouille des données, sur la visualisation et exploitation des données, et aussi sur l'édition numérique. Voilà ce que je voulais vous dire sur le master Humanité numérique. Et du coup, je répondrai à vos questions concernant ces masters-là, mais également l'alternance, si vous les avez, dans les salons. Voilà. Je regarde si tu as, Sabine, tu as communiqué les liens. Tout à fait. Oui, j'ai mis Madame Tona vous accueillera dans son salon. Je vais ouvrir tout de suite les salons parce que il n'y a pas. Oui, super. Merci à toutes et à tous et je vous attends dans ces salons. Techniquement, donc je vous rappelle que si vous allez voir Madame Tona, merci de fermer le salon principal. Et surtout, n'hésitez pas à revenir ensuite. On vous attend. Vous recliquez sur le lien du départ. Il n'y a aucun souci. Alors, nous allons continuer notre petit programme avec Sabine Comte, qui va nous faire un point sur la vie étudiante, et en particulier sur le logement et la vie culturelle à l'ENSIB. Alors, merci Christine. Donc, je suis responsable de la vie étudiante ici à l'école. Et j'ai le plaisir de vous parler de ce qu'on fait, puisque voilà, tout ce qui est vie étudiante, c'est important. L'école en a conscience et donc il y aura des petits temps comme ça où je vous présente ce qu'on fait. Donc, il faut savoir qu'avant même votre rentrée, une fois que vous serez admis et que vous aurez confirmé votre inscription, je vous écrirai pour vous dire tout ce qui est possible en matière de vie étudiante. Ça sera déjà une première approche. Vous saurez du coup que je suis le contact principal. Il y a un guide qui est déjà en ligne dans la partie du coup de notre site web qui est très, très bien fourni et le guide est téléchargeable. Du coup, lors de votre rentrée, je vous distribuerai aussi un guide papier qui récapitule vraiment tout ce qu'on fait. En fait, là, je vais mettre l'accent sur les 3 choses importantes avant et pendant votre rentrée. Je vais faire un petit peu de façon chronologique. Alors, il faut savoir qu'à Lyon, c'est très compliqué pour trouver un logement et c'est très cher. On est sur des T1 à environ 630 €. Et puis, c'est compliqué, il faut venir sur place, il faut avoir des très bons dossiers et c'est de pire en pire chaque année. On a la chance à l'ENSIB d'avoir une convention de partenariat avec un bailleur social qui s'appelle Est Métropole Habitat. Et nous disposons de plusieurs logements dans plusieurs résidences, dont une qui est en face de l'école, avec des logements tout équipés de 30 mètres carrés, environ 300 € tout compris, sans frais d'agence et avec des démarches simplifiées en ligne. Et avant l'été, je vous aide pour justement accéder à ces logements. Il y en a d'autres dans d'autres résidences. Il faut bien sûr être réactif puisque c'est des logements qui sont très courus. Mais les dernières années, tous les étudiants qui nous ont fait des demandes ont été satisfaits. Donc voilà, donc ça c'est quand même un gros point fort de l'école, d'avoir ce partenariat avec ces logements qui sont pas loin de l'école et qui sont quasiment 2 fois moins chers que le prix du marché. Une fois que vous allez arriver à l'école, je voulais le souligner aussi, c'est qu'on est très bien doté en transport. L'école est très bien desservie par le tramway, les vélos, on a un local à vélo sécurisé, on a même un parking avec des recharges pour les voitures électriques. Donc voilà, vous serez, c'est vraiment très facile de venir à l'école. Et quelques jours après votre rentrée, vous aurez droit à une journée d'accueil conviviale avec des stands, avec la découverte du bureau des étudiants et des élèves.
et vous aurez normalement un repas convivial qui s'est fait cette année sous forme de pique-nique du fait de la crise sanitaire. Mais du coup, on essaye toujours de trouver des solutions pour vraiment avoir cet aspect accueil qu'on privilégie dans notre école. On a une école avec environ 150 étudiants. On a aussi des élèves fonctionnaires. On a une école à taille humaine et c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en valeur puisque c'est vraiment un atout pour votre formation tout au long de votre scolarité. Les différents intervenants, les différents personnels administratifs, la direction sont des personnes qui sont en fait accessibles. Vous aurez aussi de ma part des mails réguliers pour faire le relais de tout ce qui se fait par le Crous, par la métropole de Lyon, toutes ces choses qui vous faciliteront en fait la vie. Il faut dire que voilà, ces derniers mois, il y a beaucoup de dispositifs qui se sont mis en place pour aider les étudiants. Je vous en parlerai un peu plus tard sur les aides financières, etc. Et on fait en sorte voilà, que votre scolarité soit la mieux possible, on la facilite. Et voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais mettre en valeur dans un premier temps. Cet accès au logement qui est quand même très inquiétant pour les étudiants avec ce contexte immobilier à Lyon qui est vraiment très, très difficile. Vous pouvez peut-être poser des questions sur le chat ou à l'oral sur la vie étudiante. Tout à l'heure, dans une demi-heure environ, je vous présenterai ce qu'on fait plutôt en matière d'aide financière, de culture, de sport. Et encore plus tard, je vous présenterai tout ce qu'on fait en matière de santé et de handicap, qui sont aussi des problématiques au cœur de l'école. C'est des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on développe de plus en plus. Et des nouveaux services émergent chaque année pour être vraiment là pour les étudiants. Alors, on ne voit pas pour l'instant de questions dans le chat sur la vie étudiante. Quelqu'un est en train... un logement pour un couple. Alors, c'est une question qui revient parfois. Je ne vous cache pas qu'on a très peu de T2, mais on en a quelques-uns, donc c'est parfois possible. Après, évidemment, je vous ai bien informé que c'était du logement social, ce qui explique les bas tarifs. Donc, il faut répondre à des plafonds de ressources, mais ces plafonds sont quand même assez hauts, donc généralement, ça passe. Donc, on essaie de trouver des solutions, mais par contre, oui, on ne fait pas dans le T3, T4, T5, parce que des fois, on a eu les questions. Mais voilà, de toute façon, on a un alias, logement@zensi.fr, et puis on vous répond assez rapidement. On a la chance d'avoir vraiment un lien privilégié avec ce bailleur social, Est Métropole Habitat, qui répond aussi très rapidement. Donc voilà, comme on est assez petit, on trouve vraiment des solutions rapidement au cas par cas. Est-ce que tu peux nous dire où se trouvent les résidences vers lesquelles on oriente les étudiants? On a environ 5 résidences. Donc, on en a une en face, c'est la principale, celle qui est avec des logements à 300 €. Pourquoi si peu cher? Parce qu'elle est quand même un petit peu vieille, on ne vous le cache pas, mais on a des grands logements pour 300 €. On a 2 autres résidences flambant neuves sur le campus, donc à 5 ou 10 minutes à pied. Là, on est plus sur des logements un peu plus petits et un peu plus chers. On est sur 400 et quelques, mais on se retrouve encore à 200 € de moins que le prix du marché. Et on a une autre qui est à un quart d'heure à pied et une autre, il faut prendre le tramway. Mais dans tous les cas... Juste pour préciser, c'est dans quel quartier de Lyon? Pour ceux qui ne sont pas lyonnais, je pense que ça peut être plus pardon. éclairant. En fait, nous, l'ENSIB, on est à Villeurbanne. Donc, si ça vous paraît un peu abstrait, il faut imaginer que Lyon est un cercle ou un camembert et que le quart nord-est est Villeurbanne. Et nous, on a la frontière puisqu'en étant à côté du parc La Tête d'Or, on est sur le côté, on est vraiment à la frontière Lyon-Villeurbanne. Donc, les résidences dont je vous parle sont à Villeurbanne. On est sur ce qu'on appelle le campus de la Doua, où il y a une très grosse université, par exemple Lyon 1, une très grande école qui s'appelle l'INSA. Donc, quasi toutes les résidences dont je vous parle sont à Villeurbanne, sauf une qui est qui est quand même à Villeurbanne, mais un peu de l'autre côté, mais il y a des tramways. Il
faut savoir qu'à Lyon, les transports en commun sont quand même très bien. Et en plus, il y a des nouveautés cette année. Ce qu'on appelle la TCL, donc c'est les transports en commun lyonnais, baisse les tarifs pour les étudiants. Donc, c'est super. Et par exemple, les étudiants boursiers, en septembre, ça sera que 10 € par mois l'abonnement. Donc, il y a des choses qui se font. De toute façon, vous aurez toutes les infos. Je vais remettre à jour le guide que vous pouvez trouver en ligne très prochainement. Donc, voilà. Vous ne serez pas à l'autre bout de la ville avec des transports trop longs. On voit que ça... Mais c'est vrai que cette histoire de logement, c'est vraiment un plus. Et quand je vous dirais que vous pouvez en bénéficier, vraiment, ne tardez pas, puisque ça part vite, évidemment. Alors, j'ai l'impression que sur le chat, il y a un peu d'animation. Oui, le temps que les questions se formulent. On va bientôt diffuser une petite vidéo, c'est ça, hein, Christine? Non, je pense qu'on va continuer le programme prévu avec Madame Lemery. Madame Lemery est prévue dans 5 minutes. On a une question sur les bourses. Oui. Alors, je laisserai Christine répondre à la question plus pédagogique. Et pour la question des bourses, alors oui, on a peut-être oublié de préciser quelque chose, c'est que on est une école, une grande école, mais en fait, on fonctionne comme une université, dans le sens où les frais d'inscription sont exactement les mêmes qu'à l'université. Donc, le master, on vient de savoir que ça n'allait pas changer, donc on est à 243 € pour les personnes non boursières, plus la CEVEC. Donc, tout ce qui est bourse, c'est le Crous. C'est vraiment, faites vos démarches auprès du Crous. Je crois que vous avez encore plusieurs mois pour le faire. Voilà, on a peut-être oublié de le dire, c'est que voilà, vos frais de scolarité ne sont pas plus chers que dans une université. Et vous avez le droit d'être boursier du Crous, comme dans les universités. Donc ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez toujours nous écrire si vous avez une question, mais c'est vraiment le Crous qui prendra en charge votre bourse, vos logements. Parce que je n'ai pas précisé, mais évidemment, vous pouvez aussi avoir accès aux logements du Crous qui sont encore moins chers. Mais là, on parle pour les personnes qui n'ont pas pu bénéficier des logements du Crous ou qui veulent un logement plus grand. Christine, peut-être pour l'ENS? Oui, sur les cours ou rencontres avec d'autres établissements lyonnais, oui, l'ENSIB travaille en lien avec les autres établissements d'enseignement supérieur du site. Ça peut prendre des formes diverses, donc effectivement, dans le cadre de rencontres, d'événements organisés conjointement, ou par exemple de cours. L'exemple le plus éclairant étant le parcours culture de l'écrit et de l'image, qui vous sera présenté tout à l'heure, qui est organisé conjointement avec l'Université Lyon 2 et avec des enseignants des deux équipes qui prennent en charge les cours dans le cadre de ce master. Donc, alors particulièrement avec tel ou tel établissement, c'est selon les projets, les engagements d'enseignement, mais oui, effectivement, l'ENSIB collabore avec d'autres établissements. Je vais proposer à Madame Lemery, qui est en ligne, je crois, d'intervenir dès maintenant. Ah, on a encore une petite question. Non, encore une question. Ça tombe bien parce que Madame Lemery est attendue dans 3 minutes. Alors, ce qu'on appelle les boulots ou les jobs étudiants, c'est quelque chose qu'on peaufine chaque année. Et que, en fait, c'est notre collègue, on a un bureau des stages et de l'insertion professionnelle avec Liliane Mirmont, qui a un grand réseau, en fait. Et du coup, on propose quelques petits jobs, quelques petits boulots. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de développer pour plus systématiser. Et donc, oui, c'est une perspective pour le nouveau guide et pour septembre de développer ça. On sait que c'est une demande qu'on a souvent. Donc, je le note bien et on fera notre possible pour la rentrée de septembre. Bien. Donc, Madame Lemery va intervenir maintenant sur l'accueil d'une étudiante en alternance
puisque donc, vous êtes, je vous présente très rapidement, vous pourrez bien sûr compléter, vous travaillez à la Fondation OVE, qui est un organisme qui fédère, qui anime un réseau de structures médico-sociales, et vous avez fait le choix de recruter une étudiante en alternance, et nous souhaitions savoir voilà, comment cette réflexion était née et ce que ça a apporté à votre entreprise. Ok, bah merci en tout cas pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Tout va bien, ok. Donc peut-être pour redire effectivement 2 mots sur le contexte, donc je travaille pour la Fondation OVE, qui est un organisme gestionnaire d'établissements médico-sociaux qui accompagne effectivement plusieurs milliers de personnes qui sont en situation de handicap ou plus largement, on va dire, de vulnérabilité et qui ont besoin d'avoir des idées, des soutiens pour pouvoir construire leur parcours de vie. Qu'il s'agisse d'un parcours éducatif, de formation, d'insertion, ou aussi, et c'est le sujet qui me concerne plus particulièrement, leur parcours de vie culturelle, puisque la Fondation soutient vraiment le fait que ces personnes doivent avoir la possibilité d'accéder aux lieux de droit commun en matière culturelle et artistique. Et donc moi, je suis en charge d'un service ressources qui vient en appui aux équipes qui sont composées très largement d'éducateurs, d'éducatrices, mais aussi d'enseignants ou enseignantes, de soignants, soignantes, et qui, en lien avec leur métier, s'embarquent dans des projets culturels, mais pour autant ont besoin d'être outillés, d'être informés, d'avoir des repères, et puis surtout leur montrer que c'est possible de faire ces projets culturels dans nos structures médico-sociales. Et donc, on a assez rapidement identifié avec la Fondation l'enjeu de l'information et de la documentation pour donner envie à ces métiers de s'embarquer dans l'aventure culturelle, donner des repères, donner des outils. Donc, en identifiant ce besoin-là, on s'est dit qu'on avait besoin d'avoir à nos côtés quelqu'un, en l'occurrence, qui serait en partie en train de se former dans l'entreprise via le contrat de professionnel. Quelqu'un qui soit vraiment sur la stratégie d'information et de documentation pour nous aider à penser la manière qu'on avait nous-mêmes d'informer nos équipes ou elles-mêmes de nous informer de leurs projets et comment on pouvait rendre ça plus enthousiasmant aussi en matière d'outillage, d'information et de documentation. Donc, c'est comme ça qu'on s'est tourné vers l'ENSIB. Et sur le choix du contrat de professionnalisation, c'est un dispositif que la Fondation souhaite de plus en plus appuyer. Alors, on va dire au départ plutôt pour notre cœur de métier, qui est le médico-social, mais pour autant, on a toutes ces fonctions support qui viennent vraiment soutenir l'activité médico-sociale, parmi lesquelles la question de l'information est assez essentielle. Et donc, l'intérêt du contrat de professionnalisation, c'est vraiment cette question du rythme d'alternance, c'est-à-dire avoir un pied dans l'école où on vient avoir tout un ensemble d'acquisitions, de connaissances, de compétences, de mise en jeu avec les collègues étudiants et puis les enseignants, et de le mettre en pratique assez rapidement, mais en même temps sur une durée suffisamment longue pour construire une véritable mission d'insertion professionnelle. Et c'est aussi un tremplin vers l'emploi, dans le sens où nous concernant, on est tombé, alors c'est vrai qu'aussi on a eu la chance de tomber sur une étudiante avec qui ça a très très bien fonctionné, Marine Mouton, où je pense qu'il doit y avoir une petite interview la concernant sur le site de l'ENSIB, qui témoigne de son expérience. C'est vrai que la rencontre avec Marine et par le biais du contrat de professionnalisation, ça a permis vraiment d'avoir une durée de découverte mutuelle, de construction d'une pratique professionnelle ensemble, de savoir comment on pourrait apprendre à travailler ensemble et de commencer à fabriquer un objet de travail qu'après on a envie de développer. Et souvent, le contrat de professionnalisation s'arrête à peu près à ce moment-là. Et donc, se joue l'enjeu. Et en l'occurrence, ça a vraiment bien fonctionné avec Marine, puisqu'on a eu envie de poursuivre avec un contrat à durée déterminée pour l'instant, en tout cas, pour qu'elle puisse développer ce qu'elle avait commencé à réfléchir dans le cadre du contrat pro. Donc voilà, pour le témoignage. Je ne sais pas si j'ai été très claire. En tout cas, juste le témoignage, c'est de dire que, bien sûr, il y a les bibliothèques, les médiathèques, tous ces lieux d'information qui sont des enjeux importants en termes de professionnalisation pour les futurs étudiants, mais toutes les entreprises, en fait, quel que soit leur objet, elles identifient que la question de l'information et la documentation, c'est un enjeu essentiel. Voilà. Merci. L'accompagnement que vous a proposé l'ENSIB vous a semblé pertinent aussi au fil de l'année. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, complètement. Alors, une année très particulière, on a tous vécu. J'ai aimé avoir beaucoup plus de liens
j'allais dire, contact humain vivant, mais pour autant, on a pu avoir déjà, par le biais de se mettre au travail assez régulièrement, de faire état de comment on avançait avec Marine régulièrement via une plateforme en ligne. Ça, c'était assez précieux de pouvoir prendre le recul, de voir étape par étape ce qui se fabriquait, comment ça fonctionnait, puis les points encore à améliorer. Et puis, on a eu aussi des points d'étape avec l'équipe, ça, c'était très important. Et puis aussi, alors au tout démarrage, c'est aussi ce dont je témoignais dans l'interview, d'avoir pu discuter avec Tonia justement de l'objet même de notre mission, de fabriquer cet objet de mission de contrat de professionnalisation avec l'école. Ça, c'était très précieux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et puis pour votre présentation. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec Malcolm Wolsby, qui est responsable du master Histoire, Civilisation, Patrimoine pour l'ENSIB à 11h. Ce sera la prochaine présentation d'un diplôme. J'ai vu, donc évidemment, il y a des gens qui reviennent des anciens salons, donc qui reviennent par exemple du salon CIV ou du salon Humanité numérique. Donc on a fait un point tout à l'heure sur la vie étudiante, on en refera après sur d'autres thématiques, mais en fait je vais vous envoyer le lien qui vous permet d'ouvrir le guide de la vie étudiante. Donc c'est le guide qui est sorti en septembre, donc il sera un petit peu différent pour vous. Mais ça vous donne déjà pas mal d'informations sur ce qu'on fait. Donc je vous mets, hop, voilà. Madame Chabanet nous pose une question. On préfère en fait centraliser les questions avec l'adresse que je vous mets là, jpo@nsib.fr. Et comme ça, on centralise toutes les questions. Pour vous, c'est plus simple. C'est une adresse facile à retenir. Et ensuite, on vous répondra voilà, dès la semaine prochaine. Pour Madame Romec, les places, elles sont quand même limitées. Mais comme je le disais tout à l'heure, alors je ne m'engage pas sur cette année. Enfin, je ne peux pas vous garantir à 100%, évidemment. Mais pour l'heure, on a toujours réussi à satisfaire le nombre de demandes. Après, il faut être réactif, etc. Je ne vous le cache pas. Si vous parlez des candidatures pour le logement, il me semble que c'est ça. En fait, ce n'est pas vraiment une candidature. Voilà, vous m'écrivez et ensuite je fais le lien avec le bailleur social. Mais généralement, ça se passe bien parce que il faudra bien être attentif en fait à vos mails avant l'été. C'est là que tout se joue, évidemment. C'est en septembre, c'est trop tard. Oui, alors comme vous avez raté tout à l'heure, en fait, il faudra savoir que si vous êtes admise puis que vous confirmez votre inscription, vous recevrez un mail de ma part pour vous expliquer tout ce qui va se passer en tant que vie étudiante. Et donc, voilà, il faudra être attentif à ce moment-là. Et donc, tout se fait avant l'été. Il y a un petit souci de micro. Voilà, donc l'accompagnement se fait par l'école avant l'été. Moi, là, je parle de la vie étudiante, mais l'accompagnement se fait aussi au niveau pédagogique avant l'été, avec beaucoup d'informations sur le site. Et puis, voilà, les enseignants qui vous souhaiteront déjà la bienvenue. Donc, Christine, alors justement, oui, magnifique ça tombe bien, bonne transition. Voilà, nous allons céder la parole à Malcolm Wolsby, qui est parmi nous, qui va brancher sa caméra et qui va vous présenter le master Histoire, Civilisation, Patrimoine, et en particulier le parcours Culture de l'écrit et de l'image. Bonjour Malcolm. Bonjour Christine, bonjour tout le monde. Donc oui, je vous présente aujourd'hui le master CUI, comme on l'appelle, Culture de l'écrit et de l'image. C'est un master d'histoire basé ici donc à l'ENSIB, mais en lien également avec l'Université de Lyon 2. C'est un master qui vise donc à travailler sur tous les domaines de l'histoire de l'écrit et de l'image, que ce soit l'imprimé, l'image imprimée également ou autre, les questions de lecture, les bibliothèques, également le patrimoine. C'est un master en histoire, mais nos étudiants proviennent donc
licences diverses. On a des gens qui viennent du littéraire ou plutôt d'autres voies également. Et en ça, ce n'est pas un problème. Il s'agit simplement donc de se caler dans un master d'histoire. Pour ça, les cours sont assez variés. On a des cours de méthodologie générale, des cours de méthodologie appliquée, c'est-à-dire avec des éléments plutôt patrimoniaux autour du livre, autour de l'imprimé. On a également des cours et des séminaires spécialisés sur divers aspects de l'histoire du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. On a également donc des cours sur la gestion, la valorisation du patrimoine, des projets en bibliothèque qui sont faits en groupe dans des bibliothèques donc du site, c'est-à-dire à Lyon ou dans ses environs. On a également donc évidemment une portion stage professionnalisant qui permet donc de travailler et de découvrir le domaine des bibliothèques ainsi que des mémoires de recherche donc soumis à la fin de la première et deuxième année qui sont aussi mises en ligne lorsqu'ils reçoivent au moins la mention bien. Le but de tout ça, c'est de vous donner des compétences et une expérience qui vont vous aider dans la construction donc, de votre vision professionnelle. C'est d'abord donc des connaissances disciplinaires, c'est-à-dire donc comprendre l'histoire de chaque objet, de l'imprimer également, donc de l'image. Si vous donnez les outils pour ce faire, par exemple l'archéologie du livre, pouvoir déterminer à partir d'un livre son histoire, le décrire également correctement. C'est aussi vous donner une compétence générale de recherche qui permet d'ouvrir la voie vers des recherches plus amples, que ce soit au sein donc d'un travail professionnel dès la sortie ou plus tardivement. C'est également des éléments qui vous permettent de vous couler dans le domaine plus administratif, comme par exemple l'apprentissage de la note de synthèse. Il y a également tout un pan de pratique professionnelle, comprendre le fonctionnement des bibliothèques, y participer vous-même, gérer également le patrimoine au jour le jour, mais également dans ce qu'il a de plus exceptionnel, et ainsi de penser aussi à la valorisation. Les débouchés sont multiples et variés. Il y a évidemment tout le plan culturel, tout ce qui tourne autour justement de la conservation, de la valorisation ou de l'exploitation du patrimoine. Ceci peut se faire au sein des bibliothèques, des musées, des autres institutions culturelles, mais on peut également choisir de continuer dans le domaine de la recherche, développer le lien qui est déjà au sein de ce master avec le centre de recherche Gabriel Naudet au sein de l'ENSIB, et également de voir au-delà, peut-être vers le doctorat pour ceux qui le souhaitent. Il y a également des étudiants qui sont passés par le master CUI qui ont choisi la voie plutôt de l'enseignement et donc de poursuivre leur voie différemment en utilisant le master plutôt comme un master d'histoire générale. Donc voilà, pas mal d'opportunités différentes qui s'offrent à vous à la sortie de ce master. Dans son enseignement, vous partagerez, si vous vous inscrivez à l'ENSIB, les cours avec des étudiants venus de Lyon 2. Ça veut dire aussi qu'en temps normal, vous visiterez également donc, les locaux de Lyon 2. Donc, c'est vraiment un parcours aussi partagé. Voilà pour un point rapide sur l'ensemble, un peu sec, sur l'ensemble donc du master. Évidemment, je vous accueille donc dans le salon qui a été prévu pour ça, pour avoir une discussion plus longue et plus précise sur ce que vous voudriez savoir. Voilà, j'ai fait vite, j'ai fait dans les temps, 4 minutes. Parfait, merci Malcolm. Alors, y a-t-il déjà des questions? Sans doute que non. L'adresse du salon dans lequel Malcolm vous attend apparaît dans le chat. Eh bien, je vous laisse. Voilà. N'oubliez pas de vous déconnecter de ce salon principal quand vous vous rendez dans le deuxième salon pour éviter des interférences sonores. Et quand vous revenez dans ce salon principal, il y a un petit temps de latence, mais c'est le moment où il faut bien couper son micro, parce que c'est là que ça fait un petit peu des échos. Désolée pour ces petits points techniques. Les enseignements et la vie à l'ENSIB se passent dans des locaux et dans un site particulièrement agréable, y compris dans des périodes difficiles, parce qu'effectivement, cette année, on a dû
renoncer à une partie de cours en présentiel, on a dû aussi renoncer à mettre à disposition des espaces communs. Malgré tout, voilà, nous travaillons, vous pourrez travailler dans des conditions particulièrement agréables d'une part, mais aussi appropriées à l'enseignement, à l'innovation pédagogique. Sabine est actuellement installée dans l'une des salles qui ont été rénovées dans ce but. Des locaux qui ont été également propices à la reprise des cours en présentiel, alors de manière très limitée, telle qu'elle a été permise par le ministère, mais qui nous permettent d'accueillir, même dans ces circonstances, les étudiants de manière sécurisée. Et ça a été, c'est un point important et qui a été apprécié de tous, je pense, au moment où la reprise des cours a pu se faire. Je vais laisser la parole à Sabine pour un deuxième petit point sur la vie étudiante. Alors peut-être plus orienté cette fois-ci vers les aides financières qu'on peut apporter aux étudiants, mais néanmoins peut-être certains étudiants ayant été absents, je pense à la première partie, peut-être redire en 2 mots le dispositif pour l'aide au logement en fait. Oui, merci Christine. Donc pour ceux qui peut-être étaient dans des autres salons, donc je suis responsable de la vie étudiante à l'école depuis plusieurs années. Et il faut savoir que vous aurez de mes nouvelles dès que vous serez admis et que vous aurez confirmé votre inscription, donc dès avant l'été. C'est à ce moment-là que je vous présenterai ce qu'on met en place au niveau du logement. Et, on a un partenaire donc, qui s'appelle Est Métropole Habitat, qui est un bailleur social. Et grâce à ce partenaire, on peut proposer à nos étudiants des logements beaucoup moins chers que le prix du marché. On a eu la question tout à l'heure de quelqu'un qui nous demande si c'est difficile de se loger à Villeurbanne. On ne vous le cache pas, Villeurbanne fait partie de l'agglomération de Lyon et c'est des logements chers. On est sur à peu près 630 € pour un T1 et on est également sur voilà, des conditions, il faut vraiment être très actif, les dossiers sont mis en concurrence, etc. Nous, on peut proposer des logements donc, dans une résidence en face qui sont à peu près de 30 mètres carrés pour à peine plus de 300 €. Donc, c'est vraiment des très bonnes choses et sans frais d'agence et avec des démarches simplifiées directement par mail. On a aussi d'autres résidences, mais je vous ai envoyé le lien et je vous le renverrai sur tout ce qui se fait en matière de vie étudiante, puisqu'il y a un guide qui est disponible en ligne. Et on a également, vous aurez bien sûr plein d'infos avant l'été. On voulait mettre en avant aussi ce qu'on fait en matière d'aide financière. Donc les aides financières, eh bien, vous pouvez évidemment bénéficier des aides du Crous. Puisque je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes à la fois une grande école, mais aussi un établissement d'enseignement supérieur comme une université. Donc, je permets d'ailleurs de rappeler ici, nos frais de scolarité, c'est les mêmes qu'ailleurs. Dans les universités, c'est 243 € pour nos masters ou rien pour les boursiers. Donc, il faut le savoir, on n'est pas plus cher parce qu'on est une grande école. Donc ça, c'est vraiment très important. Et on propose aussi des aides financières spécifiques à notre établissement, sous la forme de 2 choses différentes. On propose des exonérations de frais d'inscription, puisqu'on sait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être boursières, il y a des limites d'âge, etc., ou des limites au niveau de la nationalité. Mais on se dit que voilà, il y a des personnes qui sont quand même en difficulté, donc on propose de déposer des dossiers. Ils sont analysés en commission. Il faut savoir que nos commissions, il y a toujours des représentants étudiants. On entendra tout à l'heure un de nos représentants étudiants, Guillaume Duchier, qui vous expliquera en quoi il a été présent à toutes ces commissions. Et cette exonération, cela permet du coup d'économiser 243 €. Et puis, on a des aides financières propres. Donc, c'est un petit peu technique, c'est ce qu'on appelle le FSDIE. Pour quelque chose qui vous paraît plus simple, c'est que vous êtes tous étudiants, donc vous savez ce qu'est la CEVEC, Contribution Vie Étudiante et de Campus. Il faut savoir que c'est un impôt qui va au Crous, mais qu'ensuite qui revient aux établissements. Donc, avec cet argent, on le verra tout à l'heure, on fait des actions, mais ça nous permet aussi d'aider financièrement, directement des étudiants dans le besoin. C'est aussi donc un dossier à remplir. On est en collaboration avec le Crous, puisque le Crous a des assistantes sociales, et ce sont les assistantes sociales qui ont une expertise.
pour analyser les dossiers. Et on a pu, par exemple, cette année, donner des aides entre 100 et 800 euros aux étudiants qui faisaient des demandes. On est très attentif à la précarité, encore plus évidemment cette dernière année. On n'a pas hésité dans le cadre critique du printemps dernier, justement, de réaffecter une somme à ces aides financières pour pouvoir aider encore plus d'étudiants. Ce n'est pas une aide financière en tant que telle, mais je tenais à le souligner puisque ça a été un grand succès. C'est qu'on remercie d'ailleurs le service informatique. On a prêté beaucoup d'ordinateurs cette année à nos étudiants. Alors, en début d'année, voilà, tous les étudiants qui en ont fait la demande ont eu un ordinateur portable prêté par l'ENSIB. On peut penser que les étudiants sont pourtant bien dotés, mais on a aussi des formations qui requièrent des logiciels spécifiques, par exemple. Et les ordinateurs portables de certains étudiants n'étaient pas assez puissants. Donc, le fait de prêter des ordinateurs à l'année comme ça, ça rentre aussi dans le contexte d'une aide matérielle qui, quand on voit quand même le prix à l'achat d'un ordinateur, n'est pas négligeable. Au-delà de ces aides, je vais faire un petit point plus récréatif, on va dire, sur la culture et le sport. Donc pour la culture, vous verrez que dans le guide, j'ai recensé tous les lieux, les bons plans, etc. Lyon est une ville formidable pour la culture. Vous avez des dizaines de petits théâtres. Vous avez l'opéra, la Maison de la Danse, le Théâtre des Célestins, des festivals incroyables. On peut dire qu'on peut parler au passé, mais on peut parler au futur, donc on espère. Et du coup, l'invention durant cette pandémie, c'est qu'à la vie étudiante, j'ai inventé la lettre culturelle, qui est plutôt appréciée par nos étudiants. Donc, toutes les semaines, vous aurez des bons plans pour vous évader, en fait, pour être un petit peu hors des cours avec tout ce qui se fait en ligne. Voilà, donc la culture, on est un établissement culturel. On est d'ailleurs, c'est l'occasion de le rappeler, une galerie d'exposition en temps ordinaire, pardon. On expose de très belles expositions photos. Donc ça, c'est chouette. Et puis le sport, alors ça, c'est top aussi d'habitude. On a une convention avec Lyon 1. Donc Lyon 1, c'est une énorme université. Et nos étudiants ont accès à des dizaines d'activités sportives, donc soit à heure fixe, vous voulez faire du tennis de table à 18h le mardi, soit même à des salles. Et on avait négocié la gratuité pour tout ça. Donc on espère en septembre une reprise. Voilà. Donc on pense vraiment à tout votre univers. D'ailleurs, je me suis permise de vous mettre un lien qui s'appelle l'ENSIB, un écosystème propice à la réussite, qui vous montre tout à la fois l'école, avec des photos agréables du foyer, de notre terrasse, de notre jardin partagé, et qui nous montre aussi la ville, le campus, voilà, ce qu'on a appelé un écosystème propice à la réussite. Sur la vie étudiante, nous parlerons tout à l'heure de choses vraiment importantes aussi, de santé physique, même aussi mentale, et du handicap, puisque au-delà de mes missions sur la vie étudiante, je suis aussi référente handicap pour les étudiants de l'ENSIB. Vous pouvez nous poser des questions dans le chat, mais peut-être que Christine a des choses à nous dire. Non. On garde la partie santé pour tout à l'heure. Oui, on mettra l'accent sur l'aspect santé et handicap, et puis je ferai un petit récapitulatif de tout ce que j'ai dit auparavant, puisqu'on sait que je le vois dans les flux, plusieurs dizaines d'étudiants partent dans les salons, reviennent, etc. Je vois qu'une petite question émerge, et on remercie notre directrice de nous avoir mis un petit mot dans le chat, et qui a pu du coup assister à la première heure de cette JPO. Donc,
Alors ça, c'est une question épineuse. Je l'ai dit à haute voix pour ceux qui ne l'ont pas vu. Est-ce qu'on peut avoir une allocation chômage en même temps que la formation? Alors, on vous répondra plutôt, écrivez à jpo@nsib.fr, c'est du cas par cas, pardon. Normalement, dans les textes, on est soit demandeur d'emploi, soit étudiant. Donc, voilà, ça, c'est les textes, mais ensuite, des nuances existent. Et puis, il y a des situations particulières Oui. à voir au cas par cas, notamment avec Pôle emploi, en fait. Donc voilà, je pense que dans votre cas, il vaut mieux qu'on continue l'échange par mail ou rendez-vous téléphonique, mais il n'y a pas de généralité, en fait, sur ce genre de situation. On peut pas faire. Donc, on parlait tout à l'heure des reconversions. Et c'est vrai que du coup, les reconversions, c'est à la fois un projet pédagogique, mais c'est aussi des démarches administratives. Du coup, on est là aussi pour vous épauler dans tout ça, puisque c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'y retrouver entre formation continue, est-ce que c'est l'employeur qui finance la formation, etc. Mais on est aguerris parce que c'est de plus en plus courant, toutes ces choses, et on sera là pour aider les personnes qui rencontrent justement ce genre de problématiques administratives. Donc, je rappelle dans le chat le mail qui est simple, hein, mais c'est jpo@nsib.fr. Nous allons retrouver quelqu'un que nous avons aperçu dans la précédente vidéo, qui est Guillaume Duchier, qui est étudiant en 2e année du Master Sciences de l'information et des bibliothèques, un étudiant particulièrement investi dans la vie de l'école, et qui va prendre la parole sur un point particulier de son investissement, c'est la vie des instances à l'ENSIB, la place qu'on y laisse aux étudiants et le rôle qu'ils peuvent y jouer. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Je vous laisse tout de suite la parole sur ce sujet. D'accord, merci beaucoup. Bon, alors on peut voir qu'en tout cas, venir aux journées portes ouvertes, ça peut aussi permettre après de rentrer à l'ENSIB. Voilà, puisque j'étais encore là au passage de la vidéo. Donc, pourquoi est-ce que j'interviens moi aujourd'hui? C'est parce que jusqu'à tout récemment, jusqu'à la semaine dernière, en fait, j'étais le représentant des étudiants à la fois au conseil d'administration de l'ENSIB et également au conseil scientifique. Alors, qu'est-ce que ça recoupe? Le conseil scientifique, en fait, c'est un conseil qui définit un petit peu toute la stratégie et les voies que prennent la recherche à l'ENSIB, puisque l'ENSIB, il faut le savoir, c'est à la fois une école, donc on se forme, c'est à la fois aussi des presses, il y a tout un espace de diffusion, et c'est également aussi de la recherche. Donc voilà, on a des sièges en tant qu'étudiant pour être représentés au travers de ce conseil. Et en fait, toutes ces décisions du conseil scientifique sont après aussi validées en conseil d'administration. Et ce conseil d'administration, en fait, c'est celui qui va prendre un peu toutes les décisions importantes de l'école, que ça aille de la scolarité jusqu'au budget, etc. Donc voilà, c'est vraiment très, très large. Et donc, en fait, c'est important d'être représenté dans toutes ces instances, puisque finalement, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève de l'ENSIB, on est partie intégrante, en fait, de la vie de cette école, et donc c'est important de pouvoir s'investir dedans, tout simplement. Au-delà de tous ces conseils dans lesquels moi, je suis intervenue, il y a aussi donc ces fameuses commissions dont Sabine Comte a longuement parlé. Donc voilà, je vais pas faire de redite, mais voilà, que ce soit la commission CVEC, CVEC, où on prend plein d'actions, on met en place plein d'actions, on vote des actions. Je peux peut-être vous en citer quelques-unes de la dernière commission qu'on a fait, mais on a mis en place des aides psychologiques à distance qui ont été du coup très utiles dans la période actuelle. On a mis en place des séances d'ostéopathie avec, je crois, c'est Lyon 1, non, l'école d'ostéopathie de Lyon, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Il y a eu des formations premiers secours qui ont été prévues. Récemment, là aussi, on a mis en place des moyens de lutte contre la précarité menstruelle. Donc, il y a plein d'actions qui se mettent en place comme ça. Après, il y a aussi la partie FSDIE, le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes dont on a parlé aussi, où on amène une aide aux étudiants qui sont en difficulté financière. Ça, c'est la partie sociale. Et on a aussi une partie projet qui permet en fait de soutenir en fait des projets qui sont portés par des étudiants au sein de l'ENSIB, enfin à l'extérieur, mais par des étudiants de l'ENSIB tout de même. Donc voilà, tout ça en fait, c'est des choses auxquelles on participe, pour lesquelles on vote, pour lesquelles on donne notre point de vue étudiant. On permet aussi d'amener un certain nombre de points de contexte pour permettre de comprendre toutes ces situations-là.
Et au-delà de ça aussi, un rôle, moi, que j'ai vraiment pris très au sérieux en tant que représentant, c'est celui en fait de facilitateur de dialogue. Parce qu'en fait, en étant représentant, on a un lien privilégié, on a des discussions privilégiées avec toutes les instances de l'école, on les connaît aussi beaucoup mieux, ce qui fait que quand des étudiants nous contactent, on est capable de les mettre en lien avec les bonnes personnes quand ils nous le demandent. Voilà, leur dire, ah bah, je pense que tu peux t'orienter vers telle personne avec tel problème, ça sera peut-être plus pertinent. Donc voilà, parfois il y a des étudiants aussi qui n'osent pas se saisir forcément de ces outils, de ces instances-là, d'aller leur parler. Donc ça me permet d'être un relais en fait par rapport à tout ça. Donc voilà, je ne sais pas après quoi rajouter de plus. Je pense que j'ai tenu les 3 minutes réglementaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rends la parole à Christine Chevalier-Baquet et à Sabine Camp. Merci beaucoup, c'est parfait. S'il y a déjà des questions en direction de Guillaume par rapport à son investissement, n'hésitez pas. Moi, je vais en profiter pour vous faire un tout petit rappel de date, pour vous dire que vous rappelez le calendrier de candidature en fait. Donc, il ouvre mardi pour les étudiants étrangers qui résident à l'étranger, donc du 15 mars au 18 avril, et pour les étudiants français résidant en France, et les étudiants étrangers qui résident aussi en France, les candidatures, les dossiers seront reçus du 19 avril au 4 juin. Voilà. Guillaume, de toute façon, on vous retrouve tout à l'heure. Exactement, oui. Merci. À tout à l'heure. On a une petite question sur le chat, je me permets de répondre. La date de rentrée en septembre, on est sur on va dire 10-12 septembre environ, avec une sorte de semaine de rentrée, la journée d'accueil, et ensuite ça enchaîne avec vraiment les cours en tant que tels. Les informations sur la rentrée sont données via le site web de l'école au fur et à mesure qu'elles se précisent. Date de rentrée, date des réunions de rentrée propres à chaque parcours, modalité d'accueil, il y a l'aspect administratif, il y a un aspect aussi plus convivial dans la rentrée, notamment avec la journée d'accueil des masters. Et vous avez ce type d'informations directement en consultant le site web qui propose une page évidemment évolutive jusqu'au moment de la rentrée. Et justement, par contre, pour le diplôme d'établissement, on est plutôt sur du début octobre. C'est la nuance. Là, j'imagine que votre question, madame, était sur les masters. Donc, nos masters, on est bien sur, on va dire, 10-15 septembre, mais notre diplôme d'établissement, on est sur le début du mois d'octobre, puisque ce diplôme est vraiment différent. Je vois que des questions vont se poser dans le chat, donc on va regarder. Je vous ai donné les dates de la période de candidature. Je ne vous ai pas donné les dates auxquelles vous recevrez une réponse à vos candidatures. C'est quand même une chose à savoir. Dans le cas, la première campagne qui est dédiée aux étudiants étrangers, les réponses de la commission seront données avant le 28 avril. Et dans la deuxième campagne, qui est plutôt dédiée aux étudiants français ou aux personnes résidant en France, vous aurez une réponse de la commission d'admission le 18 juin au plus tard. Ah ben voilà. Pour lire dans les pensées. Exactement. Donc effectivement, on a une liste complémentaire. Et du coup, je vous remets dans le chat ces infos qui sont aussi disponibles en ligne, mais c'est vrai que c'est bien que là, vous les ayez directement dans le chat pour permettre une temporalité dans vos projets, évidemment. Donc, je ne sais pas si on a d'ailleurs des possibles candidats qui sont en ligne depuis l'étranger, puisque d'habitude, c'est un peu compliqué de les avoir ici, mais là, peut-être qu'avec la magie d'Internet, on a des candidats qui sont à l'étranger. Ah, les listes complémentaires, évidemment, c'est au fil de l'eau. Oui, mais vous saurez si vous êtes positionné en liste complémentaire. Voilà. Après, évidemment, la liste complémentaire évolue, mais vous saurez à ce moment-là si vous êtes positionné dans cette liste. Oui. Il y aurait encore quelques questions avant l'intervention d'Elisabeth Noël qui présentera le diplôme d'établissement. On va regarder les questions qui apparaissent. Et on aura encore un petit point vie étudiante tout à l'heure
avant midi. Et puis, on aura un point, on retrouvera Guillaume Duffier. C'est quelque chose qui nous tient à cœur à l'ENSIB, c'est la gestion de projet. Il nous expliquera ce que c'est et l'importance que ça a à l'ENSIB, puisque ça permet une sorte de premier pas vers la professionnalisation. On aura Madame Sabi, qui est directrice du RIS, médiathèque à Villeurbanne, qui nous dira donc l'expérience qu'elle a eue avec nos étudiants. Alors, on a 2 questions. Connaît-on son classement en liste complémentaire? Je crois qu'on a Aurélia qui est présente dans nos auditeurs et je pense que c'est elle qui a la bonne réponse parce que moi, je ne m'avancerai pas. Je ne sais pas si vous connaissez votre rang de classement en liste complémentaire. Je pense que oui, mais je n'en suis pas complètement sûre. Donc, si Aurélia peut faire juste un petit mot dans le chat, ce serait vraiment parfait. Et je vais me permettre de répondre à Simon, si ça te va. Donc, Simon nous demande, actuellement, 2e année de prépa lettres, puis-je postuler dès cette année ou dois-je absolument faire une 3e année? Le cubage est-il nécessaire et valide-t-il une L3? Oui, en fait, à part de rares cas, vous devez être titulaire d'une licence 3 pour intégrer nos masters. Donc là, c'est trop tôt. Hein. Si vous êtes seulement en 2e année de prépa lettres, c'est trop tôt. Mais bon, gardez un œil sur le site de l'école. N'hésitez pas à vous abonner à la lettre aussi, à la lettre de l'ENSIB. Vous trouverez ça en bas de notre page web. Ça vous donne un peu toutes les infos. Ça vous donnera plus de visibilité sur vos projets professionnels. Du coup, oui. Donc, les personnes qui postuleront, il faut avoir le niveau licence 3. Et donc, Aurélia nous a répondu que oui, le classement est communiqué aux candidats. Et voilà qu'apparaît Elisabeth Noël. C'est parfait. Bonjour. Responsable du diplôme de cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation, un diplôme d'établissement. Mais aussi co-responsable du master PBD, donc accessible à vos questions sur ce sujet dans son salon qui sera proposé dans la foulée de son intervention. Elisabeth, je te laisse la parole. Merci à toi Christine. Mesdames, vous avez l'air d'animer ça d'une manière parfaite, hein. J'admire, je trouve ça très chouette. Juste quelques mots pour parler donc, du diplôme de cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation. Donc c'est un diplôme d'établissement, donc ce n'est pas un master comme les autres diplômes qui vous sont présentés. L'objectif à travers ce diplôme, le titre est très très clair, hein, cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation, c'est de former à des cadres intermédiaires, on peut dire, donc des personnes qui vont devenir responsables de petites structures documentaires ou être chef de projet, chargé de mission sur certains domaines dans des bibliothèques en général, la plupart du temps. Bibliothèque, mais ça peut être des petits centres de documentation aussi dans des structures privées ou publiques. Donc l'idée, c'est une formation très spécifique sur le management, qui est un des points forts de cette formation. Je vais d'abord commencer à préciser un petit peu le public visé. C'est un diplôme d'établissement qui est au niveau post-licence. Donc, pour rentrer dans cette formation, il faut avoir une licence 3 ou on peut aussi en faire entrer par validation d'aptitude de l'expérience professionnelle par VAPP. C'est un cas particulier qui est possible au vu de l'expérience. Notre public, c'est essentiellement des professionnels des bibliothèques ou de la documentation qui sont en poste, qui souhaitent faire une mise à jour de leurs compétences ou surtout pour la plupart évoluer dans leur carrière. Nous avons aussi comme profil un profil assez important de public, c'est toutes les personnes qui sont en reconversion. Donc ça peut être des professeurs de l'éducation nationale, des professeurs des écoles, des personnes qui sont dans des structures privées complètement extérieures au monde des bibliothèques et au monde des livres et qui donc souhaitent se reconvertir et qui sont donc souvent, qui ont déjà une dizaine d'années d'expérience derrière elles dans un monde différent. On a quelques personnes, parfois quelques candidats qui sont dans la suite de leurs études
qui souhaitent se professionnaliser pour avoir un poste tout de suite. Donc, c'est un peu la professionnalisation post-études. On est un peu dans cette logique-là. Donc, on recrute avec un niveau L3, je le répète. Pour le recrutement, un point fort, c'est l'expérience en bibliothèque, que ce soit au minimum par des stages, une connaissance du monde des bibliothèques ou des échanges avec des professionnels, parce qu'actuellement, faire des stages en bibliothèque, c'est pas toujours très facile, mais c'est quelque chose qui est très important de bien connaître le monde des bibliothèques. Après, nous, on professionnalise. Un des points particuliers de cette formation, c'est ses modalités. C'est une formation qui se déroule essentiellement à distance, à savoir qu'elle se déroule sur une année complète, de octobre à la fin septembre de l'année suivante, et il y a 4 périodes de regroupement dans l'année, donc 4 semaines de regroupement qui se font en octobre, en première semaine d'octobre, décembre, janvier et avril. Tout le reste se fait dans une formation à distance, au rythme de l'étudiant. Alors nous, on a un calendrier qui permet de suivre les étudiants, de ne pas lâcher nos étudiants en cours de route. On a vraiment un suivi des étudiants très, très important. Donc c'est au rythme de l'étudiant, ce n'est pas des visioconférences, il y a quelques visioconférences de suivi, mais le cours se fait en asynchrone, c'est-à-dire vous allez sur votre plateforme, vous suivez les cours, et quand le cours est fini, au bout de 2 ou 3 semaines, il y a un devoir à rendre. Ça, c'est les modalités classiques. Il y a un stage au mois de juin, un dossier documentaire à réaliser pendant l'été, une soutenance en septembre pour clôturer la formation. Voilà, dans le temps qui m'est imparti, les contenus, je l'ai dit très rapidement, c'est tous les contenus professionnels, politique documentaire, service au public, administration des bibliothèques et spécifiquement 2 mois sur la gestion de projet, le management, qui font des spécificités de ce diplôme à ce niveau-là, quoi. Voilà, en 5 minutes, je trouve que c'est déjà pas mal. On ne prépare pas au concours. Bon, bien sûr, nos formations préparent au concours, mais on ne fait pas de préparation au concours tel quel, et on n'a pas de mémoire de recherche. C'est une des différences aussi avec des masters, la durée, le niveau de sortie, bien sûr, et donc nous, on ne va pas sur la recherche. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, je les retrouve maintenant dans le salon, c'est ça? Donc, pour les personnes intéressées, en effet. Ok, et ben je vous laisse. À plus. Merci beaucoup. Alors, si vous allez donc dans le salon de Madame Noël, qui est affiché dans le chat, merci de bien quitter ce salon principal, pour pas qu'il y ait d'écho d'interférence, mais n'hésitez surtout pas à revenir dans le salon principal ensuite. Merci beaucoup. Nous allons passer au dernier point vie étudiante, orienté cette fois-ci plus précisément sur la santé. Oui, alors pour les personnes qui ont peut-être loupé le début, la moitié, voilà, je fais un rapide résumé de la vie étudiante à l'ENSIB, que j'ai la chance d'animer depuis plusieurs années. Donc, avant même votre rentrée, avant même l'été, vous aurez un mail de ma part qui vous présente le nouveau guide, tout ce qu'on fait en matière de vie étudiante et surtout ce qu'on fait en matière de logement. Donc ça, c'est vraiment une problématique importante puisque le logement à Lyon, Villeurbanne, c'est très compliqué, très cher. Donc, on a un partenariat qui nous permet de proposer des logements moins chers et de faciliter ces attributions. On a un très bel environnement de travail, on propose des aides financières, on a proposé des prêts d'ordinateur. Et là, je voulais mettre l'accent sur des problématiques qui ont été déjà un petit peu soulignées par Guillaume Duché. Donc, Guillaume Duché, c'est notre étudiant qui est actuellement en Master 2 politique des bibliothèques et de la documentation et qui a été très proche de la vie étudiante par son rôle d'élu au conseil d'administration. Il a pu participer, par exemple, aux commissions CEVEC, contribution vie étudiante et de campus. Et cet argent, justement, a permis de mettre en place des nouvelles actions à l'école. Ces actions ont été appréciées, encore plus, du coup, cette année où la fragilité du public étudiant est une réalité. Donc, en matière de santé, on a un médecin de prévention
qui est là une fois par mois et que du coup, vous pouvez consulter sur place. On a mis en place, donc depuis septembre dernier, des séances de psychologue gratuites à distance. Ce sont des séances de 45 minutes gratuites qui sont entièrement prises en charge donc, par l'école avec un partenariat Aptitude qui en fait c'est une association vraiment portée sur le bien-être des étudiants. Donc c'est une association qui connaît vraiment le public étudiant. On a mis en place aussi des séances d'ostéopathie. On a la chance à Lyon en fait d'avoir des écoles d'ostéopathie et avec un conventionnement, cela vous permet d'aller faire des séances gratuites sans limite. Donc voilà, ça a été très apprécié cette année. On a eu des très bons retours qualitatifs. On mettra en place aussi une formation aux gestes qui sauvent. On voulait la mettre en place l'an passé et puis le deuxième confinement est arrivé. Donc c'est en lien avec la Fédération de cardiologie. On veut mettre aussi en place quelque chose de nouveau que vous ne connaissez peut-être pas. C'est la formation au premier secours en santé mentale. Donc j'avais mis l'accent tout à l'heure sur la santé physique, mais aussi la santé mentale. Cette dernière année a permis au pouvoir public et à l'opinion de mesurer l'importance de la santé mentale. Ça devient vraiment maintenant une thématique et tant mieux. Enfin, on espère que les choses, bien sûr, vont s'améliorer, mais au moins peut-être que ce tabou de la santé mentale est abrogé. Et donc, ces formations de premier secours en santé mentale à destination des étudiants, c'est 2 jours de formation pour des étudiants qui pourront avoir la réponse adaptée face à leurs pairs qui sont justement en situation de fragilité. Une problématique aussi qui est assez dans l'air du temps, mais on y tient, c'est la lutte contre la précarité menstruelle. Et du coup, on aura un distributeur de protection hygiénique et j'insiste qu'elles seront à la fois bio et sans plastique. Donc voilà, au niveau santé, on essaie de faire le maximum, sachant qu'on est quand même une petite école, mais grâce à nos partenariats, etc., on fait en sorte que ces questions de santé soient vraiment pris en compte dans notre école. Je suis également référent handicap pour nos étudiants. Alors, en quoi cela consiste? Donc, si vous êtes en situation de handicap, soit vous pouvez déjà le signifier lors de votre inscription, puisque c'est dans le logiciel une petite coche, soit en fait, je viendrai de toute façon voir toutes les promotions à la rentrée et vous pourrez ensuite m'écrire un mail, prendre un rendez-vous. Lors de ce premier rendez-vous, on évaluera ensemble en fait vos besoins. Comment votre scolarité peut être adaptée. Cette adaptation peut être de 2 ordres. On peut adapter les études, donc au quotidien. Par exemple, il vous faut un ordinateur pour chaque cours, etc. Mais on peut aussi adapter les épreuves. Donc, on met en place ensuite un plan d'accompagnement où il y a vraiment une équipe plurielle. Évidemment, le responsable de la formation est impliqué. Et le médecin de prévention qui est habilité du coup à délivrer en fait une sorte d'autorisation pour ces aménagements. Il faut savoir que les étudiants en situation de handicap du coup ont un suivi personnalisé. Voilà, je leur écris, enfin ils savent qu'ils sont bien suivis et voilà, on fait en sorte que leur scolarité se passe le mieux possible. Au niveau des handicaps auxquels on peut penser pour voilà, notre bâtiment est accessible, notre site web est accessible, des choses comme ça. Après, évidemment, les handicaps sont très divers, donc c'est du cas par cas. Hein. On pense vraiment à la personne et à ses besoins. Voilà ce que je peux vous dire sur la vie étudiante. Est-ce que Christine, tu as l'impression que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que l'essentiel est dit. Donc, on attend vos questions sur le chat à ce sujet. Moi, je voulais peut-être juste dire, oui, pour le handicap, évidemment, donc certaines personnes n'osent pas en parler, mais je pense qu'en fait, ça coûte rien de prendre rendez-vous avec moi dans un premier moment et vous pouvez très bien dire qu'en fait, finalement, on ne continue pas le processus.
Donc, voilà, il n'y a pas d'obligation, on définira ensemble l'aspect confidentiel des choses, etc. La confidentialité est en effet un élément clé de la relation et de ce que l'on fait pour les étudiants à l'ENSIB. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions sur le chat à ce sujet. Notre dernier rendez-vous est prévu pour dans quelques minutes en duo. Hein, nous allons retrouver Guillaume Duchier avec Madame Sabi, qui est directrice de la médiathèque du RIS à Villeurbanne, et qui vous présenteront ce qui a été fait avec les étudiants sur site dans le cadre d'un enseignement de gestion de projet. Donc, pour vous donner une petite idée des modalités pédagogiques qui sont mises en œuvre dans les enseignements de master, qui ne se résument pas à des cours magistraux. Hein. Il y a une partie de mise en situation, d'enseignement plus professionnalisant, notamment grâce à de la gestion de projet. Et ce sont des modalités pédagogiques qui sont appréciées des étudiants et qui permettent une première acclimatation, je dirais, au milieu professionnel. Là, il se trouve qu'il s'agissait d'une bibliothèque. Donc, je vais inviter Madame Sabi et Monsieur Duchier à nous rejoindre. Alors, oui. Revoilà Guillaume. Est-ce que Christine, on prévoit Guillaume en premier, Madame enfin, comment on va les laisser, puisqu'ils se sont bien entendus, me semble-t-il. Nous allons vous laisser la parole. Vous remercier tous les deux d'être passés nous voir ce samedi matin pour voilà, témoigner d'un projet qui a été important quand il s'est fait pour l'ENSIB avec vous et puis qui, je pense, donne un exemple assez éclairant de la façon dont les enseignements sont menés dans l'école et accueillis par les professionnels. Donc, je vous remercie, Madame Sabi, d'être avec nous, Guillaume. Et je vous laisse la parole à tous les deux. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour. Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? C'est comme ça vous arrange. Si vous voulez, je peux commencer. Au moins, j'introduis un petit peu peut-être le projet et la gestion du projet parce que j'ai plus orienté, moi, du coup, toute mon explication autour du point de vue ENSIB. Donc après, vous pourrez peut-être tout faire un retour plus personnel sur cette gestion de projet-là en particulier et donc sur cette journée d'études. Alors, donc voilà, moi, mon objectif ici, je voudrais d'abord excuser deux de mes collègues qui voulaient aussi venir présenter cette gestion de projet, cette journée d'études, mais qui malheureusement, avec le début des stages, n'ont pas pu se libérer. Donc voilà, il y a aussi ces contraintes-là. Moi, au niveau de l'expérience de la gestion de projet, ce que je voulais parler, c'est que c'est quelque chose qui est très présent quand même à l'ENSIB, puisque ce n'est pas la première que j'ai réalisée avec la promotion. On en a fait d'autres avant, que ce soit en première année de master ou en M2 PBD, on en a fait aussi plusieurs. Là, c'est vrai que c'était un projet qui avait une ampleur qui était aussi plus importante. Mais voilà, la gestion de projet, c'est toujours quelque chose qui est très important parce qu'on le retrouve énormément dans le milieu professionnel. Moi qui viens de démarrer mon stage, je suis en plein dedans. Et donc voilà, c'est toujours hyper enrichissant d'avoir des expériences comme ça. Pour en revenir à la journée d'études, en fait, c'est un partenariat qui a été mis en place entre l'ENSIB et le RIS pour faire en fait l'organisation d'une journée d'études au RIS avec les Master 2, donc politique des bibliothèques et de la documentation. Donc en début d'année, en fait, Raphaël Batz, notre enseignante, elle nous a présenté le projet, elle nous a dit voilà, vous allez avoir cette journée d'études à organiser, vous organiserez une journée d'études sur le thème de bibliothèque et développement durable. Donc on est parti vraiment de cette base-là très très floue qu'il a fallu ensuite préciser. On a précisé les thématiques, on a précisé le sujet. Ensuite, on s'est divisé aussi en groupes de travaux puisqu'il fallait gérer à la fois la programmation, la logistique, la communication, tout ce qui allait être la production documentaire autour de tout ça. Et donc, on a monté petit à petit ce projet qui a résulté en une journée d'études qui s'est tenue fin janvier sur le thème de bibliothèque et résilience urbaine qui s'appelait Ville en crise, mais que fait la Bibli voilà, qui a été, je pense, un beau succès, en tout cas une grande fierté pour nous tous. Ça a été beaucoup de travail, parfois beaucoup de stress aussi, surtout quand on a certains outils qui plantent à la veille de la journée. Mais bon, ça c'est aussi le jeu. On apprend aussi à faire avec les aléas et c'est aussi pour ça que c'est important de faire des journées d'études. Parce que voilà, on a aussi eu toutes ces contraintes-là que les étudiants qui ont fait ces gestions de projet n'ont pas eu avant. C'est qu'il a fallu aussi s'adapter aux contraintes sanitaires actuelles et donc développer toute une stratégie autour de ces outils-là.
Donc voilà, maintenant au niveau de la journée d'études bilan crise que fait la Bibli, je vais céder la parole à Madame Sadi qui saura très bien vous en parler, j'en suis sûre. Alors, du coup, je vais juste me représenter rapidement. Je suis Elisabeth Sabi, donc responsable de la médiathèque du RISE. Je ne suis pas directrice du RISE, comme l'a dit Sabine tout à l'heure. Je ne suis que responsable de la médiathèque, hein, puisque le RISE, en fait, est un équipement culturel municipal qui a pour mission de travailler et de valoriser l'histoire de Villeurbanne, de sa population et de partager les mémoires des habitants. Et le RISE donc, compte en son sein les archives municipales de la ville, une médiathèque dont je suis responsable, un pôle chercheur qui accueille des étudiants dont le sujet de recherche a pour ancrage le territoire de Villeurbanne, et tout un pôle action culturelle et action de médiation avec une salle d'exposition, une salle de spectacle et toute une programmation culturelle articulée autour des thématiques que nous travaillons ensemble. Donc, le partenariat avec l'ENSIB et pour la construction de cette journée d'études, il remonte à 2012 maintenant, donc c'est pas récent, mais depuis 2 ans, nous travaillons avec l'intégralité de la promotion des M2 PBD et je dois dire que c'est une plus-value vraiment très intéressante. Moi, de mon point de vue, en tout cas en tant que professionnel, accompagné de futurs jeunes professionnels dans cette conduite de projet, parce que c'est vraiment une conduite de projet de A à Z, hein, comme l'a dit Guillaume, toutes les compétences sont à mobiliser, hein, à la fois pour problématiser la thématique, pour contacter les bons intervenants, les convaincre d'intervenir et ensuite assurer toute la logistique et le déroulé de la journée, la communication, etc. Donc c'est vraiment très complet. Et en tant que professionnel en poste, je trouve que c'est vraiment très important de jouer notre rôle de formateur et d'accompagnateur des futurs professionnels. Alors, on les accueille en stage, parfois on les emploie, on peut leur offrir un premier contrat pour une première expérience professionnelle, des vacations, voilà. Mais ce type de projet, d'accompagnement de projet, est vraiment gagnant-gagnant pour moi en tant que professionnel. C'est vrai que cette année, ça a été un petit peu particulier puisque tout a eu lieu en distanciel et je remercie encore et je félicite encore les étudiants de la promotion de cette année à travers Guillaume pour leur travail exceptionnel et la capacité d'agilité dont ils ont fait preuve par rapport à cette crise sanitaire. Voilà, une petite précision supplémentaire et puis je m'arrête. Les thématiques, en fait, le challenge qu'on propose aux étudiants, en fait, c'est de croiser des problématiques professionnelles propres aux bibliothèques et des questions de société qui peuvent être aussi intéressantes pour le grand public, puisque on tient, quand la journée peut se dérouler au RISE, qu'elle soit ouverte aussi non seulement aux professionnels, mais au tout public. Voilà, donc c'est un challenge supplémentaire qui est proposé aux étudiants. En tout cas, voilà, j'espère que ce partenariat pourra se prolonger parce qu'il est vraiment très intéressant pour nous aussi. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que vous illustrez aussi le fait que l'ENSIB s'appuie sur un réseau de partenaires solides, construit depuis des années, et c'est quelque chose qui compte beaucoup dans le milieu des bibliothèques et l'environnement historique de l'école, mais au-delà aussi, en fait, avec un réseau de structures privées dans lesquelles les étudiants peuvent intervenir en gestion de projet, intervenir comme étudiants en alternance, et qui les accoutument déjà au défi du travail professionnel en quelque sorte. Donc c'est vrai que la médiathèque du RISE en particulier est un membre actif de ce réseau de structures professionnelles. On essaye. Oui. Et si je peux me permettre. Oui, Christine, c'est un réseau à la fois donc local, on le voit, avec ce très beau partenaire avec le RISE, mais à la fois national et international. Voilà, on a des établissements partenaires un peu partout et c'est vraiment une très bonne chose pour nos étudiants. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir pris la parole ce matin. Il nous reste quelques minutes. Le déroulé de la matinée est maintenant
achevés. Hein, les différents éléments, les informations que nous souhaitions vous apporter l'ont été. Sabine et moi pouvons rester encore un petit peu si vous le souhaitez, si davantage de questions arrivent sur le chat. Pardon. Un rappel, le mail jpo@ensib.fr pour toute question d'ordre plus personnalisé par rapport à votre parcours, à des hésitations que vous pourriez avoir sur des choix à faire de cursus, des questions plus personnelles sur votre situation actuelle en tant qu'étudiant. Donc vraiment, n'hésitez pas. On pourra aussi vous réorienter vers des enseignants si vous aviez des questions plus particulières sur des contenus d'enseignement, des modalités d'enseignement, des hésitations entre parcours, par exemple. Donc, n'hésitez pas, vous aurez une réponse en temps et en heure. Voilà, la matinée est maintenant terminée, en tout cas dans le programme que nous avions conçu pour vous. Si vous le souhaitez, voilà, avec Sabine, on va rester encore quelques minutes, je dirais jusque vers 12h05 peut-être, pour réagir aux questions si elles viennent sur le chat. Et puis, voilà, si la conversation s'épuise, nous vous dirons au revoir plus définitivement. La matinée sera mise enfin, l'enregistrement de la matinée sera mis à disposition sur le site internet, donc vous pouvez aussi le relayer autour de vous. Si vous savez que d'autres étudiants ne pouvaient pas se libérer ce matin, et de même peuvent également utiliser le mail, etc. pour nous joindre. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent ce matin, présent en nombre et puis présent aussi actif sur le chat. C'était une bonne chose. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions et voilà, profitez des 10 minutes qui restent si vous le souhaitez, s'il y a des choses qu'on n'a pas encore abordées ou qui vous paraîtraient pas claires. Et je vous souhaite un bon samedi ensoleillé pour les Lyonnais. Non, ça se gâte un peu. Non, désolée Christine, on est au même étage, ça se gâte un peu. Oui, il y a peut-être des gens qui reviennent des salons. Du coup, voilà, si vous avez des questions sur des choses que vous avez loupées, on a rappelé en haut du chat là, les dates des candidatures. La date vraiment qu'il faut retenir si vous êtes étudiant français en France, c'est le 19 avril, donc en gros dans un mois, on va dire. 19 avril au 4 juin. Les choses importantes à retenir, c'est l'adresse jpo@ensib.fr. Ce qu'on peut dire aussi, c'est notre site internet est très riche. Il y a vraiment plein de choses, plein d'illustrations, plein d'interviews qui peuvent vraiment vous donner un bon aperçu de ce qu'est l'école, des photos aussi de ce qu'est l'école. Alors, peut-être si vous avez loupé des choses sur la vie étudiante, etc., voilà, vous pouvez poser vos questions. Vous n'hésiterez pas, oui, comme on l'a dit, à relayer auprès d'amis ce webinaire. C'était une première à l'école, une JPO totalement virtuelle. On remercie aussi évidemment nos invités et les étudiants qui ont répondu favorablement un samedi matin. Et les équipes de l'ENSIB qui ont permis cette journée. Alors, je pense qu'il y a encore des gens dans les salons, puisque le salon, par exemple, de Madame Noël a commencé il y a 25 minutes. Et on a... Oui. Pascal Robert est de retour, apparemment. Agnieszka Tona. Oui, je viens de fermer mon salon. Oui, ça s'est bien passé, Pascal, ton salon? Très bien. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on a eue mutuellement. Il y a eu pas mal de questions, enfin, beaucoup de questions, et on a essayé d'apporter des réponses. Et puis, il y a 5 minutes, manifestement, les questions étaient tarées. Donc, j'ai posé la question, moi, de qu'est-ce qu'on faisait. Si vous aviez encore, ils m'ont toutes répondu que non, que c'était bon. Donc, on a décidé d'un commun accord de fermer le salon. Donc, voilà, je l'ai fermé il y a quelques minutes. Ah, ça a quand même duré presque 2 heures, ce salon. Donc, les gens étaient passionnés par la mention il y avait beaucoup de questions et des questions pertinentes. Et puis, j'ai essayé de leur apporter un certain nombre d'éléments aussi sur l'école, super. Bien sûr, sur voir le doctorat pour ceux que ça pouvait intéresser, très éventuellement, mais pourquoi pas, pour pas fermer la porte, etc. Quoi. Voilà. Merci Pascal pour ce retour. Merci.
Est-ce qu'Agnieszka, tu peux nous parler de ton salon en quelques mots? Vous m'entendez? Oui. Oui, tout à fait. Alors, donc, j'ai peut-être fini un peu plus tôt que Pascal. Donc, j'ai pu échanger avec une dizaine de personnes qui étaient intéressées par le Master HN, répondre à leurs questions qui étaient très pertinentes. Et du coup, en fin de ces salons, bah, on a un peu abordé les questions de l'alternance qui ont du coup émergé aussi à travers des questions croisées, si on peut faire le Master HN avec l'alternance, etc., etc. J'espère que ces réponses étaient suffisamment complètes pour donner aux candidats suffisamment d'éléments pour motiver leur décision de postuler ou peut-être pas à l'ENSIB. Parfait. Je pense que Merci. Malcolm Wasby est encore dans son salon culture de l'écrit et de l'image et Elisabeth est encore dans son salon du diplôme d'établissement. S'il n'y a pas davantage de questions dans le salon général, on va s'acheminer vers la fin de la session. Ben, merci beaucoup, très bon week-end et puis c'était une sorte de lancement. On est encore là pour répondre à toutes vos questions par mail. Sur notre site web, vous avez plein d'infos, donc n'hésitez pas, on sera réactif. Merci, bonne fin de journée à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, je clôt cette session. Merci beaucoup à tous.